pour faire le tour de la question. On est très heureux d'accueillir Marc Lemonnery, qui est le président du CERT Aviation France. Bienvenue, monsieur Lemonnery. Romain Bottan, qui est CISO Boost Aerospace et Air Cyber Director. Bienvenue. Et Didier Collet, qui est adjoint industrie et international au chef du service de la sécurité de défense et des systèmes d'information à la direction générale de l'armement. Merci, messieurs, de votre présence. Merci infiniment. Et puis, pour modérer et pour présenter cette table ronde, très heureux et très fier d'accueillir le rédacteur en chef de la Dépêche Éco. Merci d'accueillir Gilles Bousquet et nos invités, s'il vous plaît, pour leur donner du courage. Merci beaucoup. Bonjour Gilles, le micro normalement fonctionne. Et oui, voilà, ça y est, il fonctionne parfaitement. Bonjour à tous et à tous, merci de nous avoir rejoints. Alors, séquence très intéressante avec Pascal Andréi juste avant nous, qui a ouvert un peu ce chapitre aéronautique qu'on traite tous les ans au CBC. Parce qu'à Toulouse, on ne peut pas faire autrement. Et puis, on voit bien que l'aéronautique est une filière stratégique qui nécessite un niveau de protection supérieur. Alors, cette industrie se prépare déjà depuis des années, parce que Landry l'a rappelé, à se protéger contre les menaces cyber. Si au début, c'était contre la 380, aujourd'hui, on voit que c'est non seulement Airbus, mais tout son environnement, la supply chain, ses fournisseurs. Pascal André l'a rappelé, 16 000 fournisseurs pour Airbus, c'est autant de portes d'entrée qui sont compliquées à sécuriser parfois. Donc il va falloir aujourd'hui étendre le niveau de sécurité des donneurs d'ordre au rang 1 et au rang 2. Pour ceux qui connaissent un petit peu la filière aéronautique, c'est la cascade de sous-traitants qui servent les principaux donneurs d'ordre. Alors vous savez, ici, pas très loin, à 200 mètres, il y a une entreprise aéronautique toulousaine. On peut la citer parce qu'elle témoigne librement dans la presse de l'attaque cyber qu'elle a subie. C'est l'entreprise Satis, c'était en octobre 2023, il y a tout juste un an. Satis, il peigne environ un Airbus sur 3 qui sort dans le monde des chaînes, que ce soit en Chine, à Hambourg ou à Toulouse. Donc on voit si un avion il n'est pas peint, si le processus de production est interrompu, ben c'est tout de suite des millions de dollars qui sont immobilisés. Et donc cette entreprise, un matin, est arrivée, ses 130 serveurs étaient encryptés. S'en est suivi immédiatement derrière une demande de rançon qui a été pas payée. Mais bon, voilà, ça a mis à mal l'entreprise pendant 3 mois. Et c'est un exemple très concret que j'ai souhaité partager avec vous ce matin, parce que pour dire que des sous-traitants de rang 1, pourtant importants, ne sont pas à l'abri des attaques. Alors, on va parler avec vous de la façon dont étendre la protection justement à tout cet écosystème. Peut-être on va rappeler pour chacun de vous vos structures. Marc Lemonnery, vous êtes le président du CERT Aviation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CERT? C'est un centre de veille et de réponse à incidents, mais il est sectoriel, celui-là. Merci. Oui, alors un CERT dans la cyber, je pense que tout le monde connaît ce que c'est qu'un CERT, Computer Emergency Response Team, donc un centre de réponse opérationnelle et de veille. Donc le CERT Aviation France a été créé en 2022 sous le haut patronage de la Direction générale de l'aviation civile et de l'ANSSI. Et son but, c'est de s'ouvrir à l'ensemble des acteurs de l'aéro. Il y a 4500 entreprises à peu près en France en aéronautique. On est aussi ouvert au spatial pour partager, pour ne pas subir, et s'assurer que chaque acteur, qu'il soit une TPE ou une PME, puisse se retourner vers un CERT sectoriel qui connaît son métier, qui parle le même langage, pour lui apporter une réponse en cas d'incident et des datas pour anticiper les risques à venir. Combien de membres, rappelez-nous, au CERT? On a 53 membres, mais on a des gros acteurs, Air France, ADP, Airbus, DGAC, Dassault, des grandes fédérations nationales de l'aviation et des métiers, la FNAM, tous les aéroports, l'UAF, les industriels français de l'aéro du spatial, le GIFAS, et puis Thales. Ouais. Et puis d'autres petits acteurs que je ne cite pas. Donc vous avez les grandes têtes de pont qui ensuite, voilà, par un effet d'entraînement, vont attirer les plus petits. Exactement, mais les petits acteurs sont aussi importants que les gros. Ah, bien sûr, on a bien vu tout à l'heure les portes d'entrée, peu importe la porte d'entrée, si elle est grande ou petite, les dégâts sont considérables. Romain Bottan, vous êtes Air Cyber, Boost Aerospace, et vous déployez Air Cyber. Expliquez-nous un petit peu votre structure pour qu'on ait tous le même niveau d'information. Très bien, merci. Donc Boost Aerospace, c'est une filiale d'Airbus, Dassault, Safran et Thales qui a été créée il y a plus d'une dizaine d'années maintenant pour sécuriser les échanges d'informations entre ses donneurs d'ordre et ses fournisseurs, rend performante finalement la supply chain aéronautique avec des solutions communes, partagées, des standards partagés. Et puis pour faire face à toutes les crises cyber qui ont récemment
chambouler l'écosystème des PME-TPE avec les ransomware et puis même les fuites d'informations, les attaques sur les données qu'il y avait au début, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant dans l'aéronautique. On a créé un programme pour aider les entreprises à savoir ce qu'elles doivent faire en cybersécurité. Parmi les milliards de questionnaires, de maturité, de standards qui existent, faire quelque chose de commun dans l'aéronautique pour expliquer à un patron de PME, TPE, de façon très rapide, très factuelle, avec un expert sécurité, ce qu'il doit faire, et surtout ne pas le laisser perdu devant une feuille de route sans savoir quoi faire. Donc on a adapté en fait les solutions et les règles qui pouvaient être imposées par Airbus, par Dassault, par Safran et Thales à tous leurs fournisseurs pour leur tenir la main, les accompagner vers une excellence cyber pour atteindre le même niveau de sécurité qu'un donneur d'ordre. Comme l'expliquait Pascal, les attaques ont shifté vers la supply chain parce que les donneurs d'ordre sont sécurisés. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que les fournisseurs aussi se sécurisent. Et donc Air Cyber, c'est vraiment un programme d'entraide dans lequel on demande à ce que les fournisseurs souscrivent à un CERT pour le côté opérationnel. Et nous, on est plus sur la partie comment on se lance et comment on atteint un niveau de maturité. Aujourd'hui, vous avez combien d'entreprises qui sont rentrées dans le pipe ? On a supporté plus de 360 entreprises à l'international qui ont depuis 4 ans que le dispositif existe, qu'on a pu accompagner vers ces niveaux d'excellence. On a 260 adhérents qui sont toujours dans le dispositif, c'est-à-dire qu'ils ont été accompagnés et ils continuent de montrer leur maturité aux donneurs d'ordre. On parlait de l'EASA Party S avec les nouvelles régulations. Elles demandent aux donneurs d'ordre de surveiller le niveau de maturité de leurs fournisseurs, de prouver à l'EASA qu'effectivement, ils gèrent bien le niveau de maturité de leurs fournisseurs. Ils sont conscients du niveau de maturité de leurs fournisseurs. Donc il faut que les fournisseurs continuent à témoigner de leur niveau et de leur augmentation de niveau. C'est pour ça qu'on a une différence. Quand on vient vous voir chez Air Cyber, c'est pas one shot. On ne vient pas pour prendre un référentiel et on repart. En fait, il y a un suivi continu. Voilà, parce que ça, n'importe quel fournisseur, j'ai envie de dire, peut le faire lui-même, même si c'est plus pratique de se faire accompagner. Mais il faut absolument rentrer dans une démarche sécurité qui perdure dans le temps. Et en fait, on ne sort jamais de cette démarche parce que c'est de l'amélioration continue. Et cette preuve de confiance entre donneur d'ordre et fournisseur, tous les ans, il faut la maintenir. Sinon, le donneur d'ordre va dire refais-toi vérifier dans 3 ans, refais-toi vérifier dans 4 ans. Nous, on est plus sur un système où on est tous ensemble en train de montrer notre maturité cyber et de témoigner au jour le jour qu'on a atteint le silver, le gold. Parce que vous avez des niveaux de qualité et protection, on va dire. Et aujourd'hui, on a plus de la moitié des membres qui ont atteint déjà le niveau bronze d'Air Cyber. Et qui est déjà un bon niveau par rapport... Qui est une bonne première marche. Une bonne première marche. Alors Didier Collet, vous êtes à la direction générale de l'armement, vous êtes adjoint industrie internationale au chef de service sécurité et défense. Donc la DGA, pourquoi la DGA? Et parce que souvent, les fournisseurs d'Airbus et du secteur civil sont aussi les fournisseurs d'équipements militaires et donc vous avez aussi, vous aussi, vos exigences en cyberprotection. Alors, tout à fait. Moi, j'interviens à la demande de la direction de l'industrie de défense de la DGA. Nous, notre mission, c'est de préserver la liberté d'action des forces armées en leur livrant des systèmes d'armes qui soient sécurisés. Alors, il faut leur livrer des systèmes d'armes au beau tempo. Donc, ça veut dire avec des moyens de production qui respectent, qui résistent en fait à toutes les menaces et surtout dans un contexte d'économie de guerre. Des moyens qui soient sécurisés de bout en bout. Et ça passe par la sécurisation, le plus qu'on peut, de l'ensemble de la chaîne de production. D'autant que la chaîne de production défense militaire est un peu soumise à la pression des cadences. Avec le conflit en Ukraine, on a vu, Pascal Andréi l'a dit, voilà, c'est aussi un moyen pour les belligérants de bloquer l'approvisionnement, de s'attaquer de manière cyber. Tout à fait. Donc c'est bien pour ça qu'on est dans une logique d'économie de guerre. Et donc ça veut dire que parmi toutes les industries, toutes les entreprises qui contribuent finalement à la fabrication, la conception, le développement, la production et la maintenance des systèmes d'armes, on en identifie, nous à la DGA, à peu près 4500. 4500. Ce ne sont pas les mêmes que celles que vous mentionnez tout à l'heure, mais à peu près 4500 entreprises d'intérêt en fait pour la DGA. Est-ce qu'il y a un partage de la culture cyber entre le civil et le militaire? Et comment le pont se fait entre vos mondes? Alors, je peux commencer à répondre. Le but d'un CERT, justement, qui est ouvert au public et au privé, c'est de permettre à toutes les entités publiques et privées de coopérer dans le cas d'un CERT pour les aspects opérationnels et partage d'indicateurs of attack. Et j'imagine aussi que Romain a une réponse concernant les suppliers de la chaîne militaire avec Air Cyber. Oui, au niveau de la DGA et de Boost Aerospace et d'Air Cyber,
Depuis le tout début, j'ai envie de dire, l'aventure a été en commun. On avait Guillaume Poupard qui travaillait avec nous au tout démarrage de Boost Aerospace pour valider que ce qu'on faisait était bien en accord avec la DGA, parce que forcément, on a Dassault Aviation, on gère aussi la partie militaire. Donc voilà, la DGA est un partenaire depuis très longue date. Et quand on a commencé à travailler sur les niveaux de maturité qu'on voulait imposer aux fournisseurs, imposer et suggérer aux fournisseurs, on a travaillé avec la DGA pour être sûr qu'à partir du moment où la DGA commencerait à publier des questionnaires, ils pourraient être complètement en adéquation avec Air Cyber et être sûr que les fournisseurs qui ont déjà rempli des questionnaires, qui ont atteint un niveau de maturité bronze, ils seraient automatiquement reconnus par la DGA. Oui, qui est une espèce de reconnaissance mutuelle. Voilà, reconnaissance, transparence. Et ça fait 5 ans maintenant, avec la naissance du DIAC Cyber aussi, de la DGA, avec Florence Parly qui avait annoncé en septembre 2000 la création de DIAC Cyber. Donc, tout ça s'est fait en bonne intelligence, j'ai envie de dire, et on travaille aussi avec l'ANSSI, donc en trio, pour être sûr qu'on soit très cohérent et qu'on n'impose pas, qu'on préconise pas des règles différentes et qu'on ne fasse pas un double travail chez les fournisseurs. Parce que le chef d'entreprise, notamment la PME, a peu de moyens en interne pour absorber X référentiels. Donc l'idée, c'est une uniformisation. Voilà, qu'elle ne perde pas de temps. Et surtout qu'elle se concentre sur son plan d'action pour augmenter sa maturité et pas perdre de temps à remplir des questionnaires et des questionnaires et des questionnaires. Mais Didier Collet, est-ce que vous, en tant que représentant de la filière défense, vous avez des exigences qui sont peut-être parfois supérieures à ce que le civil demande? Est-ce que vous n'avez pas quand même une customisation à faire en matière de cyber pour vos fournisseurs? Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de spécification cybersécurité de systèmes d'armes, bien évidemment, on a des missions militaires à protéger qui nécessitent des spécifications adaptées. Pour autant, ce dont on parle le plus entre nous et ce que l'on partage entre le monde civil et le monde militaire, c'est un référentiel plutôt de maturité cyber des entités. Et c'est ça qui est important par rapport à la capacité de production. Et pour nous, en fait, il n'y a pas de question. La grande majorité des entreprises de la base industrielle et technologique de défense sont des entreprises qui ont des activités duales et qui assez souvent, très souvent, ont une proportion de leur chiffre d'affaires relative à la défense qui est minoritaire. Ils servent plutôt le marché civil et accessoirement le militaire. Alors, d'une part, et puis d'autre part, ils développent eux-mêmes des solutions, des approches du monde civil qui sont applicables au monde militaire. Et dans un souci de simplification, et puis pour parler très franchement, pour que les entreprises continuent à avoir envie de travailler sur des programmes d'armement, on essaye de plus en plus de prendre en compte les normes civiles dans nos spécifications et de ne spécifier nous-mêmes que le delta, si je puis dire, le vraiment spécifique militaire. Alors Romain, vous l'avez dit, c'est votre Boost Aerospace, c'est une initiative d'industriels du secteur privé. Qui ont essayé d'imposer un peu un cahier des charges, une norme minimale. Est-ce qu'en termes de réglementation, il y a des normes qui s'imposent de toute façon de manière réglementaire, c'est-à-dire par des autorités soit européennes, soit françaises? Pour l'aéro, hein. C'était pas le cas il y a quelques années. Donc on a créé le dispositif, on a essayé de trouver des normes qui pouvaient être adaptées à des PME TPE. Donc on a pris le guide d'hygiène de l'ANSSI qui a été créé pour les PME TPE et on s'en est inspiré pour faire ce niveau de maturité bronze et silver et Air Cyber. Après on a rajouté ce qui manquait pour atteindre un niveau d'un donneur d'ordre, c'est-à-dire être capable de se protéger d'une attaque cyber, avoir un CERT, mais le CERT, nous on le demande au niveau bronze. Et après vont arriver les réglementations NIS V2 de la Commission européenne et qui sont déjà en application depuis le 15 du mois dernier au niveau de l'Europe, mais qui vont être soutenues avec des lois en France qui vont être déployées. Et le HASA Party S. Donc Pascal l'a introduit un petit peu tout à l'heure. Il en a dit un mot. Ouais. Voilà, le HASA Party S demande à ce que les fournisseurs aient un bon niveau de maturité cyber minimum. En plus de gérer la partie risque safety, qui est une autre activité, mais au moins déjà d'avoir un bon niveau de maturité. Ça va devenir obligatoire? C'est déjà obligatoire le Party S ou... Alors il y a un calendrier, je crois que c'est fin 2025, que les donneurs d'ordre doivent se mettre en application et justifier comment ils répondent à le HASA Party S. Mais il y a aussi des fournisseurs qui sont en direct avec le HASA Party S parce qu'ils ont un agrément lié à leur activité. Et donc, le HASA leur demande en direct de prouver leur niveau de maturité et d'arriver à un bon niveau de sécurité. Alors, le HASA recommande de faire de l'ISO 27001, d'avoir un standard international de cybersécurité. Et nous, on dit que l'ISO 27001, c'est bien, mais si on veut justifier aussi d'un niveau de protection, on a créé Air Cyber pour ça. Donc, on dit aux fournisseurs, il faut absolument que vous soyez au minimum Air Cyber bronze,
avec une teinte qui s'appelle Extended Production, parce qu'on a rajouté des questions qui sont liées à la production de produits. Vu que c'est de la safety, là on rentre plus sur le produit, alors que RCyber de base c'est plutôt de la sécurité informatique, du système d'information. Et donc c'est déjà dans les contrats de certains des donneurs d'ordre, on leur dit voilà, en prévision de l'EASA partie S, mettez-vous au niveau minimum RCyber bronze, et après dans tous les cas, il y aura d'autres niveaux à atteindre, parce qu'en fonction de la criticité du fournisseur, de son impact sur la safety, de sa connectivité aussi par rapport aux produits aéronautiques, on va lui imposer plus de règles. Et aussi par rapport à son analyse safety. Donc ça, typiquement, on en reparlera à Euromart la semaine prochaine, parce qu'on a une conférence sur le sujet avec des experts d'Airbus Protect. Oui. Mais il y a une activité vraiment d'évaluation du risque sûreté, quand on est un fournisseur, qu'il va falloir faire pour répondre à l'EASA partie S. Mais sur la partie vraiment cybersécurité de son système d'information, voilà, nous, on a tous validé qu'il fallait au moins être RCyber bronze pour commencer à répondre à partie S. Et cette réglementation partie S va être homologuée aussi aux États-Unis dans les prochains mois, ou parce qu'ils ne sont pas au même rythme que nous. Et souvent, les fournisseurs adressent à la fois le marché américain et européen. Donc, ça, je ne sais pas dire. Non, moi, sur la partie européenne, c'est très très clair. Je crois que Pascal a expliqué un petit peu que sur les US, ça va arriver, que c'est en cours. Mais c'est des travaux que moi, je ne maîtrise pas. Okay. Est-ce que la réglementation, pour vous, est un accélérateur en termes de cyberprotection, parce que quand on a une règle, on est obligé de s'y conformer, ou de toute façon, la filière se met en marche toute seule? Alors malheureusement, on est obligé d'en arriver là. Si les réglementations sont en train d'être mises en œuvre, c'est parce qu'on n'a pas le choix. J'ai envie de dire, l'Europe, l'EASA n'aurait pas fait de réglementation si tous les fournisseurs s'étaient mis en marche dans la cybersécurité. On ne ferait pas Nice version 2 s'il n'y avait pas besoin d'imposer. Malheureusement, on arrive à un moment où on est obligé d'imposer. On a fait des centaines de guides, on a fait des niveaux de maturité. Même nous, on a proposé RCyber à tous les acteurs de la supply chain. Mais il y a des fournisseurs qui sont conscients, qui ont été sensibilisés et qui rentrent dans le dispositif. Vous parlez de Satis, qui est rentré dans le dispositif. Et bien, quand ils ont eu leur crise cyber, ils ont accéléré pour atteindre un niveau plus élevé que ce qu'ils avaient. C'est le témoignage d'ailleurs qui est paru dans la presse avant-hier à ce sujet. Donc vraiment, on voit qu'il y a une prise de conscience, mais qui n'est pas généralisée à tout le monde. Donc malheureusement, oui, il va falloir imposer la ceinture de sécurité, comme on l'a fait dans la voiture. Ça va arriver, et ça nous sert, parce que pour justifier qu'on impose un niveau de maturité à un fournisseur, on va dire, nous, on a une loi maintenant à respecter, c'est NIS V2, on a une obligation aussi, l'EASA partie S. Donc on est obligé de vous imposer aussi une règle de cybersécurité. Ce n'est pas juste en prévision d'une attaque cyber, c'est la loi et on doit la respecter. Justement sur ce sujet, Marc, est-ce que le fait d'être bien cyberprotégé, de pouvoir le prouver, le démontrer à son client, c'est une condition aujourd'hui pour avoir du business? Est-ce que je peux rater du business si je ne suis pas bien cyberprotégé? Alors oui et non. C'est-à-dire que les fournisseurs ne sont pas tous francophones ou français. On a des fournisseurs partout dans le monde. Donc déjà, sur la partie francophone, on a la chance d'avoir le référentiel RCyber, qui est un référentiel sectoriel qui s'adresse à l'aviation. Donc on peut comparer des choses comparables et on peut dire à son fournisseur, nous on l'a passé, moi je suis chez Air France, j'ai passé RCyber, et donc je peux discuter avec mon fournisseur en disant ce référentiel il est adapté, c'est un langage de l'aviation, c'est de la cyber, il est reconnu par les autorités, et donc vous pouvez passer ce certificat. Et s'il y a une difficulté, on peut les aider, on peut avoir un dialogue entre le commanditaire et le fournisseur. Donc ça c'est une excellente chose. En dehors de la France, il faut aussi obtenir une garantie de maturité. Et l'on travaille avec Romain pour que ce référentiel à la cyber soit validé à un niveau plus large, notamment aux États-Unis, et c'est déjà le cas aujourd'hui, pour pouvoir travailler globalement avec une certification. Idéalement, en France, pour l'aéro, c'est RCyber. Oui. D'autres certifications sont équivalentes, et là, c'est le rôle de Romain de nous aider, de nous guider en disant tel niveau aux États-Unis ou tel niveau en Chine est équivalent au niveau RCyber. Ah, vous construisez une espèce d'échelle des valeurs et des correspondances. Mais Airbus, on le sait, c'est un système à la base européen, donc il y a des fournisseurs espagnols, non francophones, italiens, anglais. Comment ça se passe pour que cet écosystème ait à peu près le même niveau de maturité? Alors, le référentiel RCyber, Romain en parlera mieux que moi, mais il est basé sur des bases qui sont universelles. Et donc, il y a un langage commun dans l'aéronautique, et c'est tout l'intérêt d'avoir un référentiel sectoriel. Si on prenait un référentiel générique comme ISO 27001, on aurait des difficultés parce que les interprétations sont différentes. Quand on est sur un référentiel aérien, le monde entier parle le même langage dans l'aérien, avec l'OACI,
on a tous le même langage. Pour travailler sur un aéroport, tout le monde doit se parler. Donc cette culture de transparence et d'avoir un langage commun fait que le référentiel des cyber est compréhensible partout. C'est un peu une force du secteur aéronautique et de l'aviation parce que vous avez un rétex, un retour d'expérience qui est intrinsèque dès qu'il y a un incident en vol, il y a des notices qui sont émises, il y a un partage des meilleures pratiques. Est-ce que ça aide aussi? Est-ce que c'est un levier d'accélérateur? Alors oui, dans la culture. Oui, ce qu'on appelle la culture juste en sécurité des vols, donc qui est répandue partout dans l'aérien, de partager dès qu'il y a une vulnérabilité ou un incident, on le partage. Et ça bénéficie à la cyber. L'origine, en cyber, on ne partage pas ces vulnérabilités. Grâce à cette culture de l'aéro, on a au sein du CERT, et grâce au référentiel commerce cyber, une capacité d'avoir une veille opérationnelle et une discussion opérationnelle sur un langage commun et d'être ouvert entre nous sur la cyber dans l'aéro. Et quand il faut monter en maturité, de proposer le référentiel air cyber. Très bien. Alors Didier Collet, quand on préparait cet échange, vous disiez que le risque, c'est le découragement pour le patron de PME qui peut être confronté à beaucoup de référentiels. Est-ce que vous, vous avez un pied bien ancré dans la défense, mais aussi avec des acteurs civils, est-ce que vous avez pu constater que parfois, certaines entreprises, pour moi, on m'en demande trop, je ne peux pas absorber autant de référentiels, ou est-ce que la normalisation fait son œuvre ? Alors, comme vous l'entendez, il y a foison en fait, de normes, de référentiels, de réglementations. Et en fait, on arrive à un millefeuille de réglementation qui devient purement indigeste pour des entreprises dont ce n'est pas la vocation. Oui. Je répète qu'on n'est pas tous du métier de la cybersécurité. Et parmi les 4500 entreprises dont je parlais, il y en a qui sont des toutes petites entreprises qui ont un talent, une connaissance, une expertise particulière et qui est loin d'être de la cyber. D'où la nécessité effectivement d'avoir des référentiels communs. Donc Air Cyber est un très bon référentiel pour le domaine aéro. Et en s'inspirant de ces travaux-là et en les conduisant d'ailleurs conjointement avec Boost Aerospace, avec le Conseil pour la cybersécurité de l'industrie de l'armement, qu'on a monté avec les 8 grands maîtres d'œuvre industriels de l'armement et avec l'ANSSI, on a construit, nous, un référentiel de maturité cyber qui est vraiment un niveau très bas, qui est même le niveau le plus bas, si je puis dire, du guide d'hygiène informatique de l'ANSSI. Mais il protège quand même? Alors, ou pas? C'est une petite marche. Voilà. Mais disons qu'entre une situation où vous avez des milliers d'entreprises qui sont, excusez-moi, mais vraiment très vulnérables, et donc qui rendent une chaîne de production vulnérable, et un niveau où finalement on sera pas, elles ne seront pas les dernières dans l'ordre de maturité et donc les premières victimes, on fait quand même un progrès globalement. Voilà. Et donc j'insiste aussi sur un point qui rejoint votre question initiale. Oui, on peut être exclu de certains marchés. Je pense au marché américain, qui est le ministère de la Défense américain est en train de mettre en place un modèle de certification qui s'appelle le CMMC. Cyber Maturity Model Certification. Ça va être mis en place mi-2025 et les entreprises qui ne pourront pas produire un certificat de conformité seront exclues à terme des marchés avec le DoD, quel que soit leur niveau de sous-traitance. Ah oui, et donc, même si on est rang 3, 4, peu importe. Rang N. Ah oui. Voilà. Donc ce que nous sommes en train de mettre en place, et conjointement, encore une fois, industrie et État, ce sont des modèles d'équivalence que nous négocions actuellement avec les Américains, de façon à ce qu'un certificat obtenu et reconnu par l'ensemble de la filière de l'industrie de l'armement soit opposable, si je puis dire, à l'administration américaine. Et est-ce que depuis l'accélération des conflits, l'Ukraine, le Proche-Orient, vous avez vu les entreprises du secteur de la défense plus attaquées, ou est-ce que vous avez des chiffres à nous partager sur le niveau de menaces sur le secteur de la défense ? Alors les chiffres sont publiés officiellement. Si vous prenez le panorama de la menace de l'ANSSI, et vous y trouvez quelques statistiques intéressantes. Globalement, ça reste toujours une menace assez prégnante, avec une confusion de plus en plus grande entre les menaces de type étatique, stratégique, et les menaces cybercriminelles. Voilà. Ah oui.
pour obtenir des rançons. Alors Romain, on disait que les référentiels sont animés, hein, c'est pas juste, je dirais, une marche de départ. Une fois réalisée, les entreprises ne fichent pas leurs actions et continuent à se mettre en mouvement, notamment par le partage d'expérience dont on parlait avec Marc. Parce que le partage d'expérience, ça fait progresser la maturité, parce que on partage des menaces, les façons dont les hackers sont rentrés dans une entreprise. Du coup, est-ce qu'il y a une plateforme d'échange? Comment les meilleures pratiques sont... Ouais, je te passe ta... Oui, en fait, je vais prendre la question pour le partage d'informations. Ouais. Alors, partager pour ne pas subir, c'est essentiel. Hein, Jean Monnet, Construction européenne, l'idée de partager ensemble. Ensuite, partager, c'est un process. Donc, il faut qu'il y ait un processus, notamment de mise en place d'une confiance entre les acteurs. Au CERT Aviation, on a un call tous les matins. Mais est-ce que ça veut dire que si moi je me fais cyberattaquer, je suis obligé de le déclarer au CERT? Alors, vous n'êtes pas obligé de déclarer au CERT. On n'est pas obligé. Par contre, vous pouvez appeler le CERT, même si vous n'êtes pas membre, et on essaiera de vous aider. Et ensuite, pour aller un cran plus loin, il faut devenir membre. Mais le CERT est là pour aider l'ensemble de l'écosystème aérien. L'idée, c'est de ne pas se faire attaquer. Hein. L'anticipation coûte moins cher que l'inaction. Donc, dans le CERT, on partage d'une part des indicateurs de compromission. Quand une société s'est fait attaquer, elle appelle le CERT, on l'aide. Mais on partage surtout des indicateurs d'attaque. C'est-à-dire des événements qui ont été bloqués par des barrières. Donc, vis-à-vis d'un SOC, pour eux, c'est un événement. Ce n'est pas un incident. Ah oui. Mais pour le CERT, un événement qui revient systématiquement, si la barrière de protection finit par craquer, et aussi surtout s'il n'y en a qu'une, c'est-à-dire qu'elle n'est pas efficace. L'événement devient un incident, du coup. Exactement. Oui. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a comme data. Le partage, c'est avant tout des data. Et donc, le CERT collecte énormément de data pour voir tous ces événements qui, aujourd'hui, sont peut-être bloqués. Donc, vous êtes branché sur différents SOC ou comment vous faites? On a beaucoup de partenariats. On a des sources d'Intel extérieures. On a surtout les retours des membres qui, tous les matins, comme je le disais, dans notre call matinal, partagent. Et ensuite, on a un chat crypté en Citadel c'était la team de Thales, pour pouvoir collecter tous les indicateurs d'attaque et pouvoir se faire une cartographie, une matrice, en disant cet événement arrive trop souvent, ça va finir par générer un incident. Oui. Et donc, on peut conseiller nos membres en disant vous devriez mettre en place un anti-DDoS, par exemple. Je prends ça parce que c'est quand même 2024, c'est l'année du service, hein, c'est ça? Voilà. Alors, le service, c'est plutôt, là, on passe la main à Boost Aerospace, qui a un catalogue de services. Et sur donc le catalogue de services, en fait, c'est une plateforme de référencement de tous les prestataires qui sont aujourd'hui dans la communauté des prestataires en action chez nos adhérents. Ils ont été un peu labellisés alors par Air Cyber, c'est ça? Le principe du label, c'est à partir du moment où un prestataire ou une solution de cybersécurité a été utilisée par un des membres, elle devient trusted chez nous et il y a un score de confiance qui augmente avec le nombre d'utilisateurs et aussi des ratings qui sont faits. Donc on a créé une espèce de plateforme Amazon en fait, dédiée à l'aéronautique et à la défense, dans laquelle on référence tous les prestataires et l'ensemble des solutions qui sont au CBC par exemple, sont référencées. Ça c'est pour trouver des solutions. Après, pour collaborer, pour augmenter le niveau de maturité, par rapport à la question qui était posée, sur la partie CERT, c'est un côté opérationnel. On se protège d'une attaque, on est au courant des attaques en cours, donc on est capable de savoir comment se protéger et comment les autres se sont protégés, ont bloqué tel ou tel attaquant. Donc d'un côté très opérationnel. Nous, on est plus sur comment on va mettre en place une politique de sécurité. On doit faire un document de reprise d'activité, eh bien on l'a créé dans la communauté. On doit faire une politique de sécurisation de son système d'information de Microsoft. Ça n'existait pas, on l'a créé dans la communauté Air Cyber pour les membres. Airbus fait des vidéos de sensibilisation extraordinaires. On les repartage dans la communauté pour que les membres de la communauté n'aient pas à chercher cette information. Vous leur poussez l'info, en fait. Exactement. Ça leur fait gagner financièrement un énorme budget parce qu'ils n'ont pas besoin de réinventer la roue, ils n'ont pas besoin de reperdre du temps aussi à créer des procédures, des documentations. C'est ça la mise en commun et la force du programme. C'est vraiment on s'entraide, on se donne des informations et tous ces modèles de documents, on les fait aussi valider par les membres. C'est-à-dire qu'on va payer une prestation pour créer une politique de sécurité ou un plan de reprise d'activité. On va demander à nos membres de les revoir et nous dire ok, ça c'est pas forcément adapté à une PME TPE, on va corriger. Donc c'est vraiment une communauté d'entraide, mais sur le côté comment monter en maturité, comment on sécurise son système d'information. Alors que sur la partie CERT, c'est plutôt comment on doit réagir à une attaque, parce qu'il y a des attaques. Et si on fait l'un et qu'on fait pas l'autre, malheureusement on ne sait pas qu'il y a des attaques et on n'est pas capable de s'en protéger parce qu'on n'a pas un CERT et une collaboration opérationnelle. Donc il faut qu'il y ait cette complémentarité et il faut qu'il y ait une collaboration à deux niveaux pour s'entraider à augmenter, pour se protéger, et une collaboration pour se protéger au jour le jour des attaques qui arrivent et d'être vraiment au courant et bloquer les attaques quand elles sont là parce qu'elles arrivent chez un collègue,
Mais si on n'a pas un CERT, on n'est pas au courant de tout ça. Et oui, en fait, ça sert de plateforme un peu d'échange. Les gens sont assidus au CERT, au call du matin, au chat Oui, on a un petit groupe de fans qui est très assidu. Genre, quand on est dans l'avion ou quand on est dans les transports en commun, c'est pas facile. Mais voilà, on a une très bonne assiduité. Très bien. Alors, par exemple, vous me donniez un exemple sur les attaques de déni de service. Quand vous les voyez monter, vous dites rapidement, vous partagez l'info parce que vous dites attention, on a identifié ça chez 1, 2, 3, 4 acteurs. Ça pourrait être... Tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des événements qui sont bloqués par nos protections. Bon, ceux qui n'ont pas de protection, assez vite, ils s'en équipent. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on détecte les TTP, donc Technique Tool and Procedure des attaquants. On voit ce qu'ils font juste avant de faire le DDoS. Oui. Et on dit, quand on a ce signal qui arrive, ça veut dire qu'on va avoir un DDoS. Et on peut travailler avec notre SOC pour que le SOC, si nécessaire, remonte le niveau ou prenne un partenaire extérieur. Donc, tous ces indicateurs d'attaque... c'est un peu des signaux faibles que vous captez ? Exactement. Ce sont des signaux faibles que l'on catégorise. Et ensuite, on essaie de remonter un peu avec le MITRE. Quand cette attaque, si elle arrive, quel est le signal qu'il a décrit ? Le signe avant-coureur. Et c'est ce que fait le CERT. C'est collection de data pour informer les membres en disant quand vous avez ça qui arrive, ça veut dire que juste derrière, il va y avoir une autre attaque. Donc, il faut se protéger. Il faut se protéger. Oui, Romain. Il y a un exemple qu'on a eu au mois de juillet, par exemple, quand il y a eu le bug Microsoft CrowdStrike là, qui s'est très vu dans les aéroports parce qu'il y avait pas mal de stations qui ne pouvaient plus être opérées. Oui, on a vu, ça a bloqué pas mal d'opérations. Nous, on savait qu'on avait des adhérents qui avaient ces solutions. Via la communauté de partage, on sait qu'ils ont CrowdStrike, etc. Donc on savait qu'il fallait aider nos membres à récupérer ces infos. Donc moi, à 8h du matin, j'étais sur le CERT, sur le channel Citadel du CERT, et je récupérais les informations pour savoir comment on peut protéger, comment on peut expliquer aux PME, TPE qui sont côté Air Cyber, qui ne sont pas membres du CERT aujourd'hui, pour leur dire voilà, on est dans le CERT, on a ces informations. Pour bloquer le problème, il faut faire ces mises à jour, il faut appliquer ce script, etc. Et il y a eu une collaboration extraordinaire pendant toute cette journée. Il y avait des calls le matin, il y avait des calls le midi, des calls en fin de journée, parce que le matin, on ne savait pas encore comment résoudre le problème. C'est arrivé d'abord, ça s'est arrivé avec une heure précise en Australie, et puis au fur et à mesure, les GMT s'est déplacé, et c'est arrivé chez nous. Et CrowdStrike, l'éditeur, n'avait pas forcément publié la solution de manière publique sur Internet, donc il a fallu réagir très vite. Sur Air Cyber, on n'aurait jamais pu faire ça. C'est pas notre métier, et on n'a personne en fait qui travaille sur le côté opérationnel, technique au jour le jour. Et c'est grâce au CERT qu'on a réussi à avoir ces informations. Il y a même des membres du CERT en live qui nous ont créé un petit bout de programme en disant voilà Romain, ça c'est propre, je l'ai testé. Va pas sur Internet pour proposer à tes membres d'aller mettre à jour quelque chose qui n'est pas forcément sûr. Nous, on l'a fait et ça, on a pu le republier à la communauté et ça a servi aux membres pour répondre à l'incident. Donc vraiment, cette collaboration opérationnelle, elle est primordiale. Ça a l'air de fonctionner, ouais. Et d'autant qu'il y a tout de suite une confiance qui est entre vos membres puisque c'est le même secteur. C'est la question que je voulais vous poser, le fait d'être sectoriel. Vous êtes le CERT Aviation France, il y a le CNES à son CERT. Il va essayer de détendre ça avec un CERT spatial. Est-ce que ça, c'est aussi un cercle de confiance important pour vos acteurs, vos adhérents ? Alors oui, c'est essentiel. En fait, ce qui est vraiment capital, c'est dans une filière. Dans une filière industrielle, on a tous les mêmes valeurs et on a tous le même langage. Donc quand on a un CERT sur un secteur, le CERT Aviation France, il inclut aussi le spatial. Le CNES a son initiative CERT. Il y a l'InterCERT qui regroupe l'ensemble des CERT. Donc c'est important qu'on ait cet ensemble de CERT concentriques quelque part, mais que dans une filière, pour être rapide et pour se comprendre, c'est important d'avoir une approche de filière. Donc ça, c'est vraiment une grande force de l'aérien. Et en plus, l'aérien a une culture qui est le partage, la transparence. Et ça aide beaucoup quand on doit parler de cyber. Alors Didier Collet, on a beaucoup parlé de référentiel, de boîte à outils. Le CERT est on va dire la première boîte à outils à saisir. Après, comment on fait pour faire monter la maturité justement ? On en parlait avec Romain. Est-ce qu'il faut se former en permanence ? Est-ce qu'il y a des webinaires ? Il faut être en contact avec ses donneurs d'ordre pour se mettre à jour. C'est quoi la bonne philosophie à adopter ? Alors il y a évidemment ce que vous mentionnez. Il y a déjà la construction de référentiels accompagnés de guides. C'est-à-dire pas seulement donner des exigences aux gens, mais leur expliquer. Leur prendre la main un peu. Les accompagner, en tout cas, sur la compréhension de ces référentiels, c'est-à-dire les objectifs, la mise en œuvre, démystifier un petit peu la difficulté de mise en œuvre. Alors, évidemment, ça dépend du référentiel dont on parle, mais là, les référentiels de maturité cyber de premier niveau qu'on a mentionnés, ce sont vraiment quelques dizaines d'exigences
très simple. Et puis, au niveau de la DGA, on a mis en place un accompagnement. Donc il y a déjà une phase qui est en cours, qui consiste à proposer des diagnostics cyber qui peuvent aboutir à la construction de premiers plans de remontée en maturité. Ça, c'est un dispositif qui est financé par BPI France, et qui permet de subventionner 50% en fait, du diagnostic. Ah oui. C'est-à-dire qu'une entreprise de moins de 2000 salariés peut s'adresser à la DGA, demander à bénéficier d'un diagnostic, et si elle est éligible au vu d'un certain nombre de critères, il faut évidemment qu'elle concerne de près ou de loin l'industrie de l'armement, alors on monte un dossier avec BPI France et on subventionne à hauteur de 50%. Oui, parce que l'ambition, c'est évidemment de déployer les mesures d'un référentiel, mais après, il faut aussi tester la solidité. Et donc, est-ce qu'il y a des tests d'intrusion ou des audits? Comment ça se passe? Alors, avant d'en arriver à cela, le diagnostic, c'est une chose, hein, mais ça ne fait qu'un constat. Il y a effectivement une deuxième phase qui est en cours de lancement pour l'accompagnement. Et là, l'accompagnement, ça veut dire finalement aider les entités à se mettre en conformité avec les règles. Une fois qu'on les a bien comprises et qu'on sait où on en est, il y a quand même des choses à faire. Et puis, on peut les subventionner aussi en matière d'acquisition de solutions. Ah oui. Donc, des prestations extérieures ou des solutions techniques en fait, de cybersécurité. Et vous attirez l'attention de vos adhérents sur le fait qu'il faut prendre des réponses à incidents si on prend un prestataire dans les 2 heures. C'est-à-dire que voilà, il faut bien faire attention au contrat qu'on passe pour pouvoir, en cas de crise, pouvoir réagir très vite et dire ah ben non, c'est pas de votre contrat. Alors sur le thème de la crise, en effet, tout est dans l'anticipation, je pense, et la préparation. Donc il est essentiel non seulement d'avoir déjà un bon niveau, puisque finalement la première préoccupation, c'est d'essayer quand même d'éviter la crise, mais on sait bien qu'on n'y évitera jamais parce que vous avez un certain niveau et puis que forcément les attaquants peuvent avoir un niveau supérieur et pénétrer quand même dans vos réseaux. Donc il faut s'entraîner. Et c'est aussi une des choses qu'on essaye de mettre en place. Alors là, je ne parle pas qu'au nom de la DGA, mais en tant qu'animateur du Conseil pour la cybersécurité de l'industrie de l'armement, c'est l'ensemble du ministère des Armées en fait, qui va essayer de travailler avec l'industrie de l'armement pour avoir des entraînements conjoints, des exercices de crise conjoints, partagés, et essayer d'embrasser un petit peu tous les cas possibles, tous les scénarios possibles. Et justement, Marc, est-ce qu'il faut faire comme les militaires, c'est-à-dire faire des manœuvres, s'entraîner pour que le jour où il y a une crise, on ait les bons réflexes, qu'on ait les équipes formées, la feuille de route avec les étapes? Est-ce que ça, vous le faites au CERT? Est-ce que vous incitez vos adhérents à simuler des crises? Alors tout à fait. Le CERT Aviation organise des exercices de crise cyber. On est très intéressé d'avoir le plus de membres possible qui contribuent. C'est un appel alors, s'il y a des candidats pour être cobayes. Voilà, toute entreprise de l'aéro ou en tout cas qui peut adhérer au CERT Aviation France est la bienvenue. Et un élément, une astuce qu'on a observé, c'est que quand on a un exercice de crise avec des gens qui s'entraînent et des spectateurs, souvent on dit la performance est dans l'œil du spectateur. C'est très important d'avoir des spectateurs qui viennent vous regarder vous entraîner parce que ça monte le niveau tout de suite des gens qui s'entraînent. Il y a une saine pression de bien faire parce qu'on est regardé. C'est ça. Et en plus, ça peut susciter des mobilités. Oui. Il y a des gens qui viennent vous voir, donc vous faites un exercice de crise, vous ouvrez ça à des visiteurs autorisés, et du coup, il y a un niveau d'entraînement qui est relevé, et vous avez en plus des gens qui disent parce que votre métier, il est passionnant, moi, je voudrais venir dans votre centre de crise pour travailler avec vous. Ah ben oui, donc il n'y a que des bénéfices. Voilà, donc une astuce pour l'auditoire. Voilà. Quand vous faites des exercices de crise, n'hésitez pas à inviter d'autres collègues pour vous voir jouer, parce que c'est très motivant pour ceux qui font l'exercice et pour ceux qui le regardent. Bon, ben super, on en sait un peu plus. Alors, il nous reste 3 minutes pour des questions, avec des réponses évidemment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il ne faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a des questions? Effectivement. Bonjour monsieur, et merci de vous présenter. Bonjour, je suis Julien d'Atos France. Ma question est la suivante, vous parlez beaucoup de partage, mais du coup, est-ce que vous allez intégrer des ISAC comme sont ouverts aujourd'hui sur l'ENISA? Alors, les ISAC, il y en a partout dans le monde. Il y en a aux États-Unis, notamment pour l'aviation ISAC. Voilà, donc les membres du CERT Aviation font partie de l'Aviation ISAC. Il y en a aussi en Europe, par exemple aux Pays-Bas, il y a un Netherlands ISAC. Donc oui, bien sûr, le rôle des ISAC est capital et il y a un échange entre le CERT Aviation et les ISAC.
Et sur la partie référentielle, l'Aviation Isaac, on travaille avec eux depuis 3 ans maintenant pour avoir validé que Air Cyber était le référentiel qui était recommandé par l'Aviation Isaac à tous ses membres, y compris les membres aux États-Unis. Donc c'est aussi pour ça qu'Air France est rentré dans le dispositif, que l'Aéroport de Paris est rentré dans le dispositif, parce qu'on a sorti Air Cyber de ce côté que aéro, en le mettant aussi côté aviation avec la Isaac, et d'autres regroupements seront à venir. Très bien. D'autres questions? Non? Si. Si. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour, Jair Oason Sao Gonçalves, société Avant-Garde Consulting. J'avais une question pour Romain. Vous nous avez dit qu'il y avait à peu près 360 entreprises chez Air Cyber. Bon, j'ai vu les deux côtés de la barrière, hein. J'ai travaillé pour Airbus Protect en tant que consultant cyber. Donc j'ai vu le départ de Air Cyber. Et maintenant, je suis de l'autre côté en tant que prestataire pour Air Cyber. Ma question est la suivante. Comment vous comptez, quelle est votre stratégie pour embarquer davantage de sociétés de l'aéro dans ce référentiel Air Cyber? Très bonne question. Ouais. Bon, ça va être vraiment progressif. Je veux dire, on a démarré le programme il y a 4 ans. On avait une ambition de faire 1200 fournisseurs il y a 4 ans. On voit qu'on en est encore assez loin. Moi, je crois beaucoup à l'arrivée des normes. On en a parlé, qui vont imposer ces systèmes de maturité aux fournisseurs. Et donc, en gros, le fournisseur n'aura pas le choix. Ce que j'ai vu concrètement sur le terrain, c'est le secteur automobile. Le secteur automobile, quand on commence à se renseigner un petit peu et on voit leur rétex en termes d'imposer un niveau de maturité, j'ai envie de dire ils sont en avance par rapport à l'aéronautique. J'ai vu des témoignages il y a quelques mois, on était au campus en Hauts-de-France avec un industriel qui témoignait, qui disait moi j'ai reçu 3 sommations de mon industriel qui me disait si vous n'avez pas répondu aux questions de cybersécurité, on arrête de vous consulter. Et c'est des informations qui vont au patron de l'usine. Donc le patron de l'usine, ensuite, il vient voir l'informatique et la cyber et son patron d'entreprise. Il dit écoute, voilà, moi, j'ai appris qu'en fait, on ne pourra plus être consulté sur un appel d'offres parce qu'on n'a pas répondu aux questions de cybersécurité. Et on a même des témoignages de nos membres qui sont duals, qui sont dans l'aviation et dans le secteur automobile et qui finalement sont allés plus vite sur le secteur automobile et sur les normes allemandes de maturité qui s'appellent TISAX, et qui vont plus vite sur ce côté-là parce qu'il y a plus de pression de donneur d'ordre. Donc, pour répondre à la question, moi, je crois beaucoup au message du donneur d'ordre qui dit voilà, c'est vraiment important, là, on va devoir vous l'imposer parce qu'on ne peut pas rester dans un état où vous ne le faites pas. Et les normes vont aussi nous aider à accélérer. Est-ce que ça va nous permettre d'accélérer énormément? Je ne pense pas. Je pense que ça va prendre plusieurs années. Les normes vont mettre 2 à 3 ans. Nice V2, c'est pareil, il y a un calendrier un peu plus lointain. Donc dans 3-4 ans, ce sera obligatoire pour tout le monde. Donc là, on aura une vraie accélération. Et on va encore, je pense, grandir doucement dans ce dispositif. Et un témoignage, Air France et Air Cyber. Donc on va propager la bonne parole Air Cyber vers l'ensemble de nos fournisseurs. Très bien. Une dernière Une question. toute dernière question. Bonjour madame. Bonjour Estelle, je viens de BMW. Donc c'était la question que j'avais exactement, c'est qu'est-ce que apporte, parce que nous on a le TISAX, donc je viens d'Allemagne, et je voulais savoir qu'est-ce qu'a Air Cyber en plus ou en moins. Enfin, j'imagine que vous êtes basé aussi là-dessus, et est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser TISAX aussi dans l'aéronautique? Alors, on a commencé à échanger avec TISAX pour voir effectivement comment on pouvait bénéficier des audits, des analyses de maturité qu'ils ont fait. La différence principale, c'est que dans l'automobile, les fournisseurs sont un peu abandonnés sur le TISAX. Et j'ai eu des témoignages assez récents d'un membre qui est dans la salle aujourd'hui, où en fait, on lui dit « fais TISAX », il prend un questionnaire Excel et il doit se débrouiller tout seul. Il ne sait pas comment y répondre. Il n'a pas une plateforme, une communauté, des gens qui sont là pour lui dire bah voilà, il n'y a que 12 questions, il faut y aller progressivement, bronze, silver et gold. Et puis tu vas choisir un expert qui va venir sur site. Nous, on a packagé tout ça pour que les fournisseurs, en fait, ce soit très très simple pour eux d'être Air Cyber, bronze, silver ou gold, parce qu'ils déroulent un plan d'action, l'expert vient, tout ça est packagé dans un service, ce qui n'existe pas. Du coup, par contre, en Allemagne sur TISAX, où les fournisseurs prennent cette exigence et doivent se débrouiller tout seuls. Mais ils y arrivent quand même. Parce que comme c'est une exigence, ils n'ont pas le choix. Donc en fait, j'ai envie de dire, on est mieux dans l'aéronautique parce qu'on aide nos fournisseurs, alors que dans l'automobile, il n'y a pas forcément cette communauté d'entraide et cet accompagnement autour d'un standard. Néanmoins, eux, ils sont plus en avance parce qu'ils l'ont imposé plus vite. Donc il faut qu'on arrive à collaborer. Donc c'est aussi le rôle de Boost Aerospace, c'est d'arriver à faire ces alliances
avec l'automobile, avec le ferroviaire, avec d'autres secteurs, parce que ce n'est pas que Boost Aerospace, c'est Airbus, Dassault, Safran, Thales. Et donc on arrive à travailler avec eux. Si j'ai pu discuter avec Tissax, c'est parce que c'est Airbus qui m'a ouvert la porte aux gens de Tissax. Donc voilà, le fait qu'on ait cette fédération nous permet d'avancer tous ensemble. Sinon, on n'aurait jamais réussi et on serait un référentiel de maturité dans un coin en plus. Et un empilage de millefeuilles qui ne servirait pas à grand-chose finalement. Donc vraiment, voilà, le fait qu'on soit, encore une fois, une alliance dans la filiale fait qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Le fait qu'on aide nos fournisseurs fait qu'ils arrivent à monter des niveaux à moindre coût avec les contraintes qu'ils ont financières, de budget, de tension dans l'aéronautique en ce moment. Merci beaucoup Romain, merci Didier, merci Marc.